Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Christophe Aubouet et je suis le directeur de cet établissement, plus communément appelé sur l'Évasé, le lycée agricole d'Évasé, mais que l'on connaît aussi sous un nom beaucoup plus complexe, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Limoges et du Nord-Vienne, puisque l'établissement est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et est un établissement multisite, l'Évasé, Magnac-Laval et Bellac. C'est un établissement qui accueille un peu plus de 1000 jeunes, 1200 jeunes, dans les domaines des formations générales, seconde, bac général, bac technologique, et dans les domaines professionnels, autour des métiers de l'agriculture, bien évidemment, du paysage, des services aux personnes, de l'animalerie, du commerce, de l'agroalimentaire. Donc c'est un établissement composé de 2 lycées, d'un centre de formation d'apprentis, d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Aujourd'hui on parlera plus de formation professionnelle continue d'apprentissage, qui accueille depuis le mois de mars une école de la deuxième chance que je laisserai Annie Demey présente à mes côtés dire 2 mots sur cette école. Cet établissement, au-delà de ses lycées et de ses centres de formation, s'appuie sur des centres techniques pour développer une pédagogie qui tournait vers la pratique pour ce qui concerne les filières professionnelles, mais aussi sur la réflexion autour des transitions, sur les métiers de l'agriculture, les transitions écologiques, agroécologiques, environnementales, etc. Donc 2 exploitations agricoles, une sur Magnac-Laval, une sur l'Évasé, un atelier de transformation agroalimentaire avec sa boutique. Ici, on est mardi aujourd'hui, donc la boutique est ouverte du mardi, j'en profite, c'était une petite page de pub. La boutique est ouverte du mardi de 10h à 19h jusqu'au samedi à midi. Donc si vous avez envie de produits locaux issus de nos propres productions et de la production d'autres établissements, mais aussi de producteurs locaux, n'hésitez pas, elle vous est grande ouverte. Et puis un centre équestre qui est bien sûr qui est un outil pédagogique qui ne fait pas que du centre équestre d'ailleurs. La thématique sur laquelle vous travaillez, on est très sensibilisé, on en dira 2 mots tout à l'heure, par rapport à tout ce que l'on peut faire avec le cheval, en termes de médiation notamment, animale. Et puis qui accueille aussi des clients de l'extérieur. Donc si vous avez des enfants, si vous souhaitez monter à cheval, c'est la 2e page de pub, écoutez, le centre est ouvert et on accueille à peu près aujourd'hui 250 clients sur ce centre. Voilà, donc c'est un établissement avec 240 personnels et c'est un budget de à peu près 10 millions d'euros. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue et une bonne séance de travail sur cette journée autour de la réhabilitation psychosociale. Vaste sujet pour nous aussi, vous vous en doutez bien, au travers de la multiplicité des publics que l'on accueille et puis par le fait qu'on est une société aussi qui finalement se complexifie peut-être. En tout cas moi j'ai pu constater au travers de ma carrière une évolution des publics, pas forcément toujours dans le bon sens d'ailleurs, et avec de plus en plus de besoins en termes d'accompagnement psychosocial justement. Donc c'est un vrai sujet de réflexion et certains d'entre vous sont déjà nos partenaires et ça nous aide bien au quotidien. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Annie Demey qui va enchaîner justement sur tous ces sujets-là qui nous concernent. Merci. Bonjour, je suis Annie Demey, je suis directrice de l'école de la deuxième chance qui a ouvert au mois de mars de cette année. On voulait juste faire un petit mot pour indiquer par rapport à aujourd'hui. On a eu la chance de se rencontrer avec le C2RL car nous avions des projets en commun. C'était accompagner nos jeunes vers une insertion sociale et professionnelle. Et à l'école de la deuxième chance, on encadre des jeunes qui ont eu des parcours de vie souvent assez difficiles. Et nous avons d'abord besoin
de les aider à reprendre confiance en eux. Ça, c'est la phase très importante avant de travailler leur insertion dans une société. Comme vous le savez, dès que nous avons semé chez eux une petite graine qui va les aider à avoir un espoir, une projection, une grande partie du travail est effectuée. Et c'est ce que nous nous attachons à faire. Nous sommes donc amenés à faire intervenir dans l'école de la deuxième chance des kinésiologues, des psychologues, des conseillers en images. On leur fait vivre aussi des ateliers d'équimédiation, on en parlait tout à l'heure. On utilise le centre équestre pour faire de la médiation animale et ça c'est une phase importante pour eux. On les reconnecte surtout à un environnement réel parce que souvent ils sont assez décrochés, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de jeux vidéo, etc. Peu de liens sociaux, donc on les reconnecte à un environnement réel sur le site d'Évasé où on les fait se reconnecter à la nature, au partage et surtout recréer du lien avec l'autre. Et ça, c'est une phase très importante. Et après, on peut passer aux étapes suivantes de remise à niveau et de travail sur le projet professionnel. Donc aujourd'hui, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous vous souhaitons un bon moment de partage et entre les différents interlocuteurs. Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, docteurs, professeurs, bonjour. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir cette journée du C2RL Nord-Aquitaine parce que nous sommes dans un lieu emblématique, comme vous venez de le souligner, dans un établissement d'enseignement où nous allons parler aujourd'hui, où vous allez parler d'un des leviers de sensibilisation qui est la formation des professionnels qui interviennent aux côtés des personnes qui présentent des troubles psychiques et qui peuvent développer des handicaps, notamment en matière de vie sociale et de vie professionnelle. Donc, parler de la réhabilitation psychosociale, c'est un des objectifs de la stratégie de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et il s'inscrit pleinement dans le déploiement de la formation à la réhabilitation psychosociale pour que la culture du rétablissement se développe à l'ensemble des services de psychiatrie, mais aussi dans les structures médico-sociales. Donc, offrir des soins de réhabilitation psychosociale de qualité, en proximité, le plus précocement possible, c'est l'objectif poursuivi. Il s'agit de diversifier les leviers thérapeutiques qui peuvent être offerts aux personnes en fonction de leurs besoins. On va citer les thérapies cognitivo-comportementales, les programmes d'entraînement aux habiletés sociales, la remédiation cognitive, autant de techniques qui permettent d'approcher des soins au travers d'une évaluation précise qui est faite dans le cadre de la construction d'un projet individualisé. Il s'agit aussi de repositionner le soin comme devant permettre d'aider la personne à atteindre ses objectifs personnels, c'est-à-dire l'accès et le maintien dans le logement, l'accès et le maintien dans l'emploi, le maintien dans une insertion sociale, la citoyenneté, autant de partenariats locaux qui sont à mobiliser et à construire autour de l'offre de soins, car le soin n'est qu'un des leviers de la prise en charge en matière de réhabilitation psychosociale. Donc il est attendu un engagement fort des structures médico-sociales pour permettre le maintien des personnes dans leur environnement. Il s'agit aussi de renforcer l'autodétermination des personnes, y compris dans leur projet de soins. Et j'ai en tête un appel à projet qui a été lancé très récemment par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et qui vise à développer l'autodétermination par la communication alternative améliorée pour soutenir les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer. Car effectivement, pour pouvoir participer à son projet, l'élaborer avec l'ensemble des partenaires
qui interviennent tant au niveau du soin que des habiletés sociales, que du logement, que de l'emploi. Encore faut-il être en capacité de pouvoir se faire comprendre. Il s'agit ici de changer de pratique, tant au niveau de la psychiatrie que des structures médico-sociales. Et pour changer de pratique, il faut changer aussi de regard. Ce qui est attendu, c'est effectivement que les professionnels accentuent plus sur les compétences que les personnes peuvent développer plutôt que sur leur incapacité. Pour les aider dans cette évolution, le rôle des médiateurs santé-pairs est primordial. Et on entend effectivement ici, alors j'espère qu'ils sont venus un petit peu aujourd'hui à cette journée, et il est important effectivement de compter sur leur contribution à l'élaboration et à la définition des programmes de formation à la réhabilitation psychosociale. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée de discussion, d'échange et d'évolution des pratiques, puisque c'est quand même ce qui est attendu. Merci beaucoup. Bonne journée. Madame la directrice départementale de l'ARS qui s'échappe déjà, docteur, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis heureux d'ouvrir aujourd'hui la journée annuelle de réhabilitation psychosociale du nord de la Nouvelle-Aquitaine et je tiens à remercier tout particulièrement le docteur Émilie Legros-Lafarge et toute son équipe pour votre implication et pour l'organisation de cette journée qui permet de créer un lieu d'échange extrêmement précieux qui a perduré dans toutes les conditions depuis de nombreuses années maintenant, il y a quelques temps en visio à l'époque du Covid, et donc je suis ravi qu'on puisse organiser désormais cette journée de façon exclusive en présentiel. Et je suis heureux aussi de voir cet amphi est très plein et que cette journée rencontre toujours un franc succès. Alors la thématique de cette année, comme ça a été dit, elle est bien sûr importante. Les leviers de sensibilisation et de formation en réhabilitation psychosociale, impliquer les professionnels et les étudiants dans une démarche orientée rétablissement. Et en effet, le travail de pédagogie autour de la réhabilitation psychosociale est à mon sens absolument essentiel, tout simplement parce que la situation de réhabilitation psychosociale ou de rétablissement, si l'on veut, elle souffre d'une méconnaissance importante qui est probablement, sans doute, la même méconnaissance que la plus grande partie des pathologies de santé mentale qui encore aujourd'hui font peur, on va dire, en population générale. Et c'est pour ça qu'il est important de faire la pédagogie de cette notion de rétablissement qui recouvre une réalité souvent plus complexe et plus nuancée que dans le cas des spécialités automatiques. Puisque nous sommes ici au lycée du Vazé, et je remercie les responsables qui nous accueillent aujourd'hui. J'ai encore le souvenir des journées annuelles d'endoscopie, des universités d'endoscopie qui sont encore aujourd'hui organisées probablement sous le patronage du professeur médical désormais. Et quand il est question de conversation avec les chirurgiens, sans vouloir simplifier les choses avec ça, parfois on nous dit le job de chirurgien, c'est de rendre les gens plus fonctionnels après le bloc qu'avant. Bon. En psychiatrie, en santé mentale, c'est un peu plus complexe et nuancé que ça. La notion de réhabilitation, comme ça a été abordé par Mme Ronsard, évidemment, elle emporte tout un chapelet de nuances sur la capacité à être autonome, au domicile, retourner au travail, réussir à réaliser l'ensemble de ses activités quotidiennes. Et donc, il y a un travail de sensibilisation auprès du grand public qui est important, mais même auprès, je pense, des professionnels et des jeunes qui sont particulièrement concernés par l'épidémiologie actuelle des pathologies de santé mentale, comme ça a été souligné. Donc, toujours à rappeler que la réhabilitation psychosociale permet aux patients de prendre conscience de leurs ressources, de les renforcer et de les accompagner dans la gestion de leurs difficultés, leur permettre de mobiliser un ensemble d'outils et de méthodes autant que possible individualisés pour la réalisation de leur projet de vie, je disais, travail, scolarité, logement. Être en réhabilitation, c'est
savoir accompagner les personnes pour qu'elles retrouvent leur place sociale, leur liberté d'agir et de décider, leur faculté d'exercer leur libre arbitre. Quand on est patient d'ailleurs, que ce soit la pathologie, celle de la pathologie sentimentale ou autre, on est contraint dans l'exercice de son libre arbitre, c'est sans doute ce qui est le plus douloureux. Et si on fait le lien d'ailleurs, j'en profite pour le dire, si on fait le lien entre l'utilisation du terme réhabilitation psychosociale, on n'interroge plus, puisque dans le domaine des établissements de santé mentale, on le pratique au quotidien, et puis avec l'utilisation du terme réhabilitation dans d'autres contextes, qu'il s'agisse du bâtiment, du droit pénal ou autre, on se dit que réhabiliter, oui, c'est littéralement le fait de retrouver la possession de ses facultés en tout ou partie. C'est donc un enjeu absolument essentiel. Que la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie, en cohérence avec la stratégie nationale 2018-2022, met évidemment en avant et définit parmi ses axes prioritaires, ce qui est tout à fait logique. Alors, dans le cadre de notre dynamique territoriale, plus localement, notre projet territorial de santé mentale prévoit aussi, bien sûr, de renforcer les soins de réhabilitation psychosociale. Je salue la présence de la nouvelle coordonnatrice du PPSM qui est parmi nous ce matin. Et puis le C2RL, je me dois toujours de le rappeler, a été labellisé par l'Agence régionale de santé, que l'on remercie pour son soutien, en 2017, en charge de 4 missions, soins, réseau, formation, recherche, avec des missions qui sont menées pour lever les crises des usagers, toujours pour contribuer à l'autonomie des patients. Cette organisation, je le rappelle, est rattachée au centre ressources de Lyon, je reviendrai tout à l'heure, avec 2 centres référents en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux et à Limoges, ce dernier porté par le centre hospitalier Esquirol, qui couvre 7 départements de la région, et donc c'est un outil parmi d'autres qui montre que le CH Esquirol et Limoges peuvent être pilotes d'une organisation infra-régionale avec succès. Alors, en lien avec la thématique de cette journée, je pense qu'il est important de souligner que le centre hospitalier Esquirol se distingue par l'accueil chaleureux et bienveillant qu'il réserve à ses stagiaires, un aspect qui est fréquemment salué, alors pas forcément par une revue à comité de lecture à ma connaissance, mais au moins par Psychologie Magazine récemment, ce qui est déjà pas mal à l'occasion de la venue de journalistes de cette publication pour faire un état des lieux sur la médiation animale. Et les retours que nous recevons qui sont très positifs concernant les stagiaires sur un environnement formateur et attentif nous permettent d'évoquer le sujet de l'attractivité qui est une clé absolument essentielle, et je pense que le docteur Le Court-Lafarge m'en aurait voulu si je n'avais pas mentionné dans ces études. Alors je vous le dis, je suis particulièrement heureux de vous voir réunis ici aujourd'hui, à la fois des professionnels de santé, des étudiants, des patients engagés ensemble dans une démarche axée sur le rétablissement. Je me réjouis aussi, comme je l'ai dit, du lieu choisi, le lycée Bévazé, qui abrite également l'école de la seconde chance, ainsi qu'une boutique qui permet de s'approvisionner en produits du terroir. C'est jamais une mauvaise chose, parce que le travail et le plaisir est sans doute une clé aussi de l'attractivité. Alors je disais, moi je fais des placements de produits vis-à-vis de l'agence régionale de santé, c'est pas mon crédit, mais à titre exceptionnel, je n'ai rien prévu aujourd'hui à demander à Madame Rossin. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour explorer comment ensemble nous pouvons impliquer encore davantage les professionnels et les étudiants dans cette démarche essentielle. Les étudiants en particulier, ça a été évoqué parce que l'épidémiologie de la jeunesse, Mme Brossard l'a dit, est quand même préoccupante, alors même que la situation Covid est une forme de déclencheur est quand même derrière nous depuis plusieurs années, mais les sujets de préoccupation demeurent. À l'occasion de cette journée, vous aurez l'occasion d'assister à des interventions très enrichissantes sur les valeurs fondamentales de la réhabilitation psychosociale, des témoignages d'étudiants qui ont vu leur parcours professionnel transformé par ces valeurs. Il y en a déjà eu quelques témoignages en vidéo sur les réseaux sociaux de mémoire. Donc ce serait intéressant d'avoir leur point de vue. Et puis un état des lieux des actions de sensibilisation et de formation menées au sein des centres de proximité.
Je ne dévoile pas tout, je vous laisse forcément découvrir par vous-même l'ensemble de cette journée. Et je tiens à souligner enfin la présence du professeur Franck de Lyon, que je salue. Alors, il nous accompagne par la pensée ce matin, si j'ai bien compris. Il sera présent en visioconférence pour une intervention dans le courant de l'après-midi. Il nous parlera des outils pédagogiques proposés par le Centre de ressources en réhabilitation, qui joue un rôle crucial dans la formation professionnelle. Ils sont référents au niveau national. Je crois pouvoir le dire, parce que nous l'avons rencontré à plusieurs reprises à l'opinion extrêmement favorable sur les travaux et l'application universitaire qui se mettent au C2RL et dont nous espérons une concrétisation prochaine. Voilà, je ne vais pas être trop plus long, je vous souhaite un colloque très enrichissant et je vous remercie pour votre participation active cette année. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Directeur, merci Madame la Directrice et merci à l'équipe d'Elago de nous accueillir aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont contribué de très près ou de très loin à l'organisation de cette journée et merci aux invités de Madame Mimi qui a accepté de communiquer notre récréation. C'est effectivement pour le centre de la Fond qui sera en visio cet après-midi. Et merci aux équipes d'avoir tous trouvé des sujets hyper intéressants à nous présenter. D'ailleurs, les modérateurs peuvent se rassurer, on avait le droit de prendre un quart d'heure de retard ce matin, c'est fait, et un quart d'heure cet après-midi, puisqu'il y a une animation de présentation de dernière minute, donc on pourra faire les choses tranquillement. Et merci à vous, du coup, d'être tous présents aujourd'hui, et peut-être d'avoir été présents les années précédentes, et d'avoir scrupuleusement rempli vos questionnaires de satisfaction, parce que c'est ma mission, les consignes techniques du matin, puisque vous aurez en partant à déposer votre petit questionnaire qui est dans la pochette avec votre badge. Et simplement pour vous dire que c'est extrêmement intéressant pour nous d'utiliser toutes ces données qu'on peut retrouver. Merci Camille pour les statistiques, puisque ça nous permet de moduler ce qu'on peut proposer d'une année sur l'autre. On voit qu'il y a toujours autant d'infirmiers, d'aides-soignants, d'éducateurs, de médecins présents au colloque, un petit peu moins de psychologues l'année dernière, une petite baisse entre 2022 et 2023, plus de quêtes de santé, plus d'assistants sociaux, d'ergothérapeutes, c'est chouette, et surtout beaucoup plus de familles âgées, de pères aidants et d'usagers, et ça c'est encore plus chouette. Voilà, vous aviez été dans la majorité des cas très satisfaits du contenu du programme du colloque et des objectifs qui ont été atteints. Vous aviez apprécié aussi dans la majorité des cas la qualité d'animation des intervenants et leur disponibilité à l'issue des interventions. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui a bougé entre avant colloque, après colloque, et vous aviez relevé qu'il y avait une grande augmentation de la possibilité d'échange autour des pratiques existantes dans chaque centre de réhab, ainsi que la possibilité de questionner les uns et les autres au sujet des pratiques qui favorisent l'inclusivité, notamment par rapport au sujet de l'année dernière. Voilà. Ce qui était important aussi, c'est la possibilité de sélectionner les informations qui sont réutilisables dans chacun des centres et parmi les autres structures par la suite, avec un gain de 50% de satisfaction, ce qui est quand même énorme. Et du coup, vous pensiez pouvoir réinvestir le contenu de ce colloque à 90%, c'est notre objectif principal et on est en train d'observer ce genre de résultats. Et vous recommandiez à plus de 99% ce colloque à d'autres personnes. Ça nous avait aussi permis de voir que vous aviez moins apprécié la salle que l'année précédente, mais c'était la même. Donc du coup, c'était l'occasion de changer. Simplement, ce qui ressort beaucoup, c'est cette nécessité de dynamique d'échange. Et effectivement, ça pouvait être un peu limité par le fait que chacun aille manger ailleurs, notamment à midi. On s'est dit qu'ici, ce serait possible. Et c'est aussi grâce à l'intervention de l'élève de Jean Menet, donc on reste dans la thématique de formation, de sensibilisation avec un établissement pédagogique. Et ce thème, donc, nous l'avons choisi à force de rencontrer les étudiants qui viennent en stage dans le service, les différents partenaires qui participent au module de sensibilisation, en nous rendant compte qu'en fait c'était très hétérogène dans le parcours de formation, la façon dont était abordé leur établissement, mais aussi la réhab en général, le handicap psychique. Et en fait, souvent, les vocations naissent à l'occasion de rencontres où, voilà, c'était pas forcément un parcours prévu vers la réhab, mais ça peut être une révélation, on investit un stage, une immersion, et on découvre des valeurs qu'on ne connaissait pas forcément avant et qui sont extrêmement porteuses. Et en plus de ça, on se rend compte que ça fonctionne et que c'est au bénéfice des parcours des usagers.
Donc c'est quand même dommage de passer à côté de ça. On s'est dit que c'était bien d'aller porter cette parole. Vous connaissez parmi vous probablement tous en majorité, mais comment on fait pour donner envie de venir travailler en Réhab? Comment on fait pour que les gens qui travaillent avec le réseau Réhab aient ces clés aussi de connaissances, favoriser l'établissement et centrer nos actions sur le projet des usagers. Tout ça, c'est des choses très importantes et rien de mieux que les témoignages partagés pour pouvoir développer ça encore mieux et dans le temps encore et encore. Voilà, donc je fais tout pour pas dépasser trop au quart d'heure de retard. Merci encore à vous tous, merci pour votre enthousiasme et merci aux modérateurs que je présente qui vont conduire le fil de cette matinée. Donc, le docteur Anthony Bolina, qui est psychiatre en service de psychiatrie de liaison au CHU, du pôle universitaire d'Esquirol, et M. Antoine Duverneuil, directeur de Cap Emploi à Limoges. Merci beaucoup.